Merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Une solution politico-diplomatique dans l'affaire des militaires ivoiriens détenus au Mali. Le président togolais Faure Gnassingbé a rencontré les différentes parties pour une sortie de crise. Pour rappel, le Mali a condamné à 20 ans de réclusion criminelle les 46 soldats ivoiriens arrêtés et soupçonnés d'être des mercenaires. Les 3 femmes ont été condamnées à une peine de mort. Ils sont reconnus coupables de complot contre le gouvernement malien. Quelles conséquences de cette affaire sur les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Quelle solution pour une sortie de crise entre Bamako et Abidjan? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, le gouvernement burkinabé ne veut plus de l'ambassadeur français à Ouagadougou, Luc Alad, et demande son remplacement. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina avait adressé une lettre en fin décembre à son homologue français pour la requête. Les autorités de la transition tiennent à préciser qu'il ne s'agit pas d'une rupture diplomatique, mais que l'ambassadeur Alad n'est plus fiable. Quelles conséquences de la dégradation des relations entre la France et le Burkina? Quelle solution face à cette perte progressive d'influence de la France dans le Sahel? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, vous êtes spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. Merci également à votre co-débatteur, M. Abdou Karim Diakhaté. Vous êtes journaliste, également directeur de publication du magazine Le Panafricain. Merci également d'être là avec nous. Merci Daouda. Et je reste avec vous, M. Diakhaté. D'abord, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette histoire dite des soldats aujourd'hui ivoiriens détenus au Mali? Écoutez Daouda, je pense qu'on va vers le dénouement d'une crise qui n'a qu'autre durée. On se rappelle qu'il y a 6 mois, que ces soldats ivoiriens avaient été retenus donc à Bamako par le gouvernement de la transition malienne qui pensait effectivement que c'était des mercenaires qui étaient venus en fait pour fomenter un coup d'État. Bon, par conséquent, il y a eu véritablement une certaine évolution qui a en tout cas amené une certaine tension dans les relations entre les 2 pays et on a pu voir que du côté ivoirien, il a toujours été question de déni. Heureusement que la médiation togolaise, conduite par le président Faure Gnassingbé, a pu quand même ramener les 2 parties à une discussion qui a abouti à ce qu'on a appelé un mémorandum d'entente. Et d'abord, avant d'en arriver même à cette mémorandum d'entente aujourd'hui, quelle lecture faites-vous aujourd'hui du rôle joué par le Togo depuis le début de cette affaire, plus particulièrement le président togolais Faure Gnassingbé? Mais il faut se féliciter de la vitalité effectivement de la diplomatie togolaise. Il y a, c'est vrai, le rôle important joué par le président Faure Gnassingbé lui-même, mais il y a aussi les actions, disons, souterraines menées depuis le début par le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui a effectivement, en tout cas, contribué véritablement à faire en sorte que les 2 parties puissent se parler. Parce qu'effectivement, on était dans une sorte de méli-mélo, dans une crise qui n'avait pas, en tout cas, permis aux différents interlocuteurs d'avoir une véritable prise sur les événements. Les Maliens étaient dans une situation, en tout cas, de fait. Ils avaient pensé effectivement que les gens qui étaient venus, en fait, ces groupes donc, de soldats étaient venus pour des actions criminelles. Par conséquent, c'était très difficile pour les médiateurs de pouvoir apporter, en tout cas, une solution rapide à ce problème. Heureusement que l'évolution des choses a fini par nous conforter dans l'idée qu'effectivement, le Togo a véritablement joué un rôle majeur dans la solution qui se dessine. Et Cheikh Sadibou, en septembre dernier, Bamako avait d'ailleurs consenti à un geste humanitaire, selon aujourd'hui la médiation togolaise, en libérant les 3 seules femmes aujourd'hui de ce contingent, ce qui faisait du reste en tout cas de l'équipe 46 soldats, une preuve déjà de bonne volonté des autorités maliennes. Aujourd'hui, est-ce que cela n'annonçait pas déjà la couleur? C'est-à-dire que malgré la procédure judiciaire, qu'une solution politico-diplomatique allait être trouvée par la suite? Oui, par rapport à cette situation-là, lorsque le Mali a libéré ces 3 soldats-là,
Cela montre tout simplement que peut-être le régime malien, le gouvernement malien a compris tout simplement qu'il y a une médiation qui était en cours, il y avait un balai diplomatique peut-être entre Bamako et Abidjan, tout cela pour raffermir peut-être les liens, parce qu'on savait que le Mali voulait montrer à la face du monde que c'est un État souverain, un État démocratique, un État sur lequel on doit vraiment le respecter. Parce que comment on peut faire transiter des soldats venant de la Côte d'Ivoire pour le Mali sans notifier officiellement au gouvernement malien qu'il y a l'arrivée d'un contingent de la MINUSMA qui était venu pour voir les problèmes logistiques. C'était tout simplement... Et d'ailleurs, l'Organisation des Nations Unies au Mali, la MINUSMA que vous avez cité tout à l'heure, a parlé aujourd'hui de manquement sur le plan administratif, ce qui a causé aujourd'hui l'absence de preuves pour justifier aujourd'hui la présence de ces soldats-là. Effectivement. Donc la MINUSMA a tout simplement reconnu l'erreur par rapport au plan administratif qu'ils ont commis sur le sol malien, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire devait tout simplement notifier au Mali qu'il y a l'arrivée de 49 soldats. Tout simplement, si la Côte d'Ivoire avait fait cela, je pense que la crise n'allait pas arriver jusqu'à ce que l'on voit actuellement. Mais heureusement qu'il y a eu un dénouement vraiment avantageux par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais ce qui est aussi extraordinaire par rapport à cette crise, on a vu un balai diplomatique organisé par Faure Gnassingbé et Adema par rapport à cette situation-là. Donc on peut s'en féliciter et croire aussi qu'il y aura des lendemains meilleurs par rapport à la libération de ces soldats-là. Et pour ce qui est de ces lendemains meilleurs aujourd'hui, la négociation, c'est d'ailleurs la posture adoptée par la partie ivoirienne, selon Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement aujourd'hui ivoirien. Dans cette affaire, je le cite, dans cette affaire, la Côte d'Ivoire a choisi la voie de la négociation et celle de la diplomatie. Mais après avoir qualifié aujourd'hui de prise d'otages et de détention aujourd'hui, la détention de ces soldats au Mali, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette nouvelle posture des autorités ivoiriennes sur cette question-là, à savoir à mettre en avant la diplomatie et la négociation avec aujourd'hui leurs partenaires maliens? Oui, officiellement, on peut comprendre cette position ivoirienne dès le début en parlant de prise d'otage, parce qu'on savait que Bamako avait voulu aussi que vraiment Abidjan transfère des hommes politiques maliens qui se sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Donc c'est pourquoi Abidjan parlait de prise d'otage. En l'occurrence, Karim Keïta, fils de l'ancien président malien, et Boubou Cissé, des hommes qui ont quitté actuellement le sol ivoirien et ne vivent plus à Abidjan. Donc pour vous dire que peut-être officieusement le Mali ne l'a pas reconnu, mais officiellement on sait que vraiment il y a eu des tractations donc diplomatiques entre les deux États pour permettre vraiment de raffermir les liens et de permettre à ces soldats-là peut-être de pouvoir rentrer chez eux. Donc pour vous dire que c'est ce qui a poussé peut-être la Côte d'Ivoire à revoir vraiment sa copie, mais aussi du côté malien, Abdoulaye Diop même se dit optimiste par rapport à cette situation-là. Donc pour vous dire que les deux États ont tout simplement compris qu'il fallait avoir un dénouement heureux, parce que déjà le Sahel est traversé par une crise vraiment qui est en train de menacer la plupart de nos États. Donc venir ajouter une autre crise entre deux États vraiment, que je dirais des États frères, donc cela ne va pas arranger pratiquement la CEDEAO. Mais on a comme l'impression, Karim, que la crise ou bien cette tension-là, c'était surtout entre les politiques, puisque sur d'autres aspects, que ce soit l'économie ou bien les entrepreneurs maliens et aujourd'hui ivoiriens, la vie continuait de plus belle, le problème ne se situait pas, en tout cas il n'existait pas de blocage sur le côté économique et sur d'autres aujourd'hui aspects. Est-ce que donc cette crise ou bien cette tension ne se situait pas surtout du côté des politiques avec cette affaire des soldats ivoiriens détenus au Mali? Absolument. Cheikh Sadibou a rappelé un peu l'étroitesse, disons la profondeur des relations entre les deux pays. D'ailleurs, le ministre ivoirien de la Défense, Téné Ouattara, a parlé de malentendus, un peu pour dire qu'il y a effectivement cette évolution donc du déni, un peu à l'acceptation. Et rappeler d'ailleurs les relations fraternelles qui aujourd'hui existent entre les deux pays que sont le Mali et la Côte d'Ivoire. Absolument. Dans la mesure où effectivement ce sont deux pays qui ont pendant très longtemps, en tout cas, mené ensemble de manière conjointe des actions de développement, disons, communes. Et figurez-vous que Abidjan a été pendant longtemps avec Dakar un peu le réceptacle des produits maliens venant de l'extérieur. Par conséquent, le corridor, donc Abidjan-Bamako, devait être, disons, réhabilité. Et maintenant, cette crise est venue effectivement donner, en tout cas, un coup de frein à toute cette économie au niveau de cette zone-là. Et cela également a amené une situation de méfiance, il faut le dire, une situation un peu, disons, en tout cas désavantageuse pour les deux États. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est qu'au-delà même de cette crise
en tout cas qui a, c'est vrai, concerné les politiques, il y a surtout, en tout cas en arrière-plan, toute la problématique de la sécurité régionale. Cheikh Sadibou l'a un peu évoqué, avec tous les problèmes du Sahel, avec le dépérissement donc de l'opération Barkhane, le départ des Français et autres, il y a effectivement une autre, vision donc de la situation globale géostratégique de la zone qui impose aux différents acteurs, en tout cas, un certain retour à l'orthodoxie. Cela veut dire qu'en fait, les deux États doivent reconsidérer donc les problèmes, les aléas qui peuvent les opposer de manière, en tout cas, plus ou moins singulière et privilégier maintenant les relations historiques qui ont toujours, en tout cas, été en vigueur entre les deux pays. Et ce que vous venez de dire tout à l'heure et celui que vous avez cité, à savoir Téné Birahim Ouattara, aujourd'hui le ministre ivoirien de la Défense. D'ailleurs, il a dirigé une délégation de haut niveau qui s'est rendue depuis le début de cette affaire. Il n'y avait pas aujourd'hui d'officiel accueilli sur le sol malien, mais il a dirigé une délégation de haut niveau aujourd'hui qui a été reçue à Bamako par le ministre des Affaires étrangères d'abord, ensuite également par le président en personne, Assimi Goïta, président de la transition, une visite qui a conduit aussi à ce mémorandum d'accord entre les autorités maliennes et ivoiriennes qui devrait servir aujourd'hui de base pour la libération de ces soldats ivoiriens, même si le contenu de ce mémorandum-là aujourd'hui n'est pas rendu public. Mais est-ce que cette visite d'officiels ivoiriens et les retombées également n'ont pas servi de base pour aujourd'hui arriver à cette libération prochaine, c'est-à-dire à cette solution politico-diplomatique? Oui, parce que déjà, les deux parties ont convenu effectivement qu'il fallait arriver à une solution politique. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que donc, les mises en garde, même les menaces de sanctions de la CEDEAO n'ont pas été suivies des faits. Parce que la CEDEAO avait effectivement donné un ultimatum au gouvernement malien jusqu'au 1er janvier pour libérer les soldats. Et on a vu qu'effectivement, le gouvernement malien s'est empressé de mettre en place une cour d'assises qui a jugé donc, ces soldats avec donc les peines que vous avez rappelées au début. Et par conséquent, la médiation qui est entrée maintenant en jeu va certainement essayer de voir comment convenir de ce qui pourrait, en tout cas, ouvrir les portes à une libération prochaine. Et pour ce qui est de cette médiation, cher Sadibou, quelqu'un aujourd'hui comme le président Faure Gnassingbé est favorable, également médiateur dans cette crise-là, est favorable aujourd'hui à une grâce présidentielle. Des prérogatives aujourd'hui du président de la transition malienne qui a cette possibilité-là de gracier aujourd'hui des condamnés. Quel est votre point de vue par rapport à cette question-là? Une grâce présidentielle pour ces militaires ivoiriens? Oui, je pense que cette grâce présidentielle a sa raison d'être. Du moment où il y a eu crise, et les deux parties se sont réunies dans diverses rencontres pour vraiment raffermir les liens, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il y a des relations historiques entre le Mali, la Côte d'Ivoire, même entre tous ces États-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, nous savons tous que nous venons de l'Empire du Mali. Donc le Mali a toujours été le réceptacle de pratiquement l'Afrique de l'Ouest. Donc il est exactement bon pour Assimi Goïta de tout simplement faire une grâce présidentielle pour ces soldats-là. Parce que du moment où la Côte d'Ivoire a vraiment lâché du lest, la Côte d'Ivoire a compris que de manière diplomatique, il faut engager des pourparlers avec le gouvernement malien. Cela va les permettre non seulement de récupérer les soldats, mais aussi de raffermir les liens entre les deux pays avec le corridor Abidjan-Bamako. Et le président ivoirien d'ailleurs, Alassane Ouattara, s'est dit optimiste et espère un retour très bientôt, en tout cas très prochainement, de ces soldats sur le sol ivoirien. Et cela aussi peut être un début favorable par rapport à ces crises qui gangrènent pratiquement le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Deux pays qui vont raffermir les liens, ça va permettre peut-être à Faure Gnassingbé d'engager d'autres balles diplomatiques par rapport au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal et d'autres gens passent pour raffermir peut-être les liens d'amitié et de fraternité qui doivent exister entre les pays du Sahel, entre ces États de la CEDEAO là. Maintenant, il faut aussi soulever quelque chose, je pense. La CEDEAO doit avoir raison garder par rapport à ce genre de situation là. Il faut mener un balai diplomatique pour permettre à ces États-là de retrouver vraiment les liens d'amitié et de fraternité qui existaient avant, mais pas de faire des menaces allant dans un sens de parler de force d'attente ou de délai comme ça. Non, l'Afrique, ces réalités-là ne sont pas africaines. Moi, je pense qu'en Afrique, on a l'habitude des palabres, on a l'habitude de se rencontrer, de se réunir autour d'une table, parce que toutes ces crises-là, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et les autres crises qui ont
traverser le continent africain, les gens se sont réunis autour d'une table et ont trouvé des solutions. Il y a des solutions africaines. Donc, utilisons ces canaux-là pour permettre à nos hommes d'État, à nos États, à nos soldats, à nos vraiment populations de pouvoir fumer le calumet de la paix. Donc, miser davantage sur des solutions endogènes par rapport aujourd'hui à ces crises que l'on voit sur le continent africain. On reste toujours avec le CEDEAO que vous avez cité tout à l'heure. Selon le président Oumarou Sissoko Embalo, c'est pour laisser aujourd'hui le temps à la médiation togolaise de faire son travail afin d'arriver à une sortie de crise que la CEDEAO aujourd'hui a décidé de ne pas prendre de sanctions contre le Mali dans l'immédiat, malgré l'ultimatum qui a été fixé, c'est-à-dire le 1er janvier au plus tard. Que pensez-vous de cette position de sagesse, si on peut le qualifier ainsi, Karim, de la CEDEAO? En fait, je pense que la CEDEAO a plutôt préféré botter en touche pour une raison très simple. On ne peut pas effectivement, lors donc du 62e sommet à Abuja, en décembre dernier, le 4 décembre, décréter qu'il fallait en tout cas aux autorités maliennes de respecter un délai donné, donc le 1er janvier, et revenir maintenant pour dire autre chose. Je ne pense pas que la CEDEAO soit en mesure un peu d'imposer ses vues, en tout cas par rapport à une situation qui est en train d'évoluer positivement. Surtout que les autorités maliennes ont respecté aujourd'hui cet ultimatum puisque ces soldats ont été jugés par une cour spéciale avant la date aujourd'hui qui avait été retenue, à savoir la date butoir, à savoir le 1er janvier 2023. Parfaitement. Maintenant, je pense qu'effectivement, la CEDEAO donc, a préféré laisser donc la médiation suivre son cours normal et certainement le président Embalo suit de près cette situation de par donc, son homologue togolais. Et il est évident que cela va permettre un peu de créer, de jeter les bases en tout cas d'un nouveau départ pour la CEDEAO. Je m'explique. Vous savez qu'en fait, Cheikh l'a évoqué, on a parlé de la force, de l'éco-force de la CEDEAO. Une force qui sera là pour un peu... Une force en attente contre les putsch et la lutte contre le terrorisme. Justement, on ne peut pas maintenant vouloir mettre en place ces stratégies et en même temps laisser en tout cas des situations de pourrissement en tout cas persister entre les États membres. Par conséquent, je pense que la CEDEAO a préféré donc laisser donc l'évolution de cette crise aller dans le bon sens, ne pas toujours sortir le bâton et voir une évolution positive. Maintenant, il faut s'attendre à ce qu'il y ait véritablement cet épilogue, un dénouement vraiment d'une crise qui n'a que trop duré, qui n'avait même pas sa raison d'être. Et par rapport à cette crise qui n'avait que trop duré, comme vous le dites, et qui n'avait pas sa raison d'être, Karim, quelles leçons tirer aujourd'hui de cette crise qu'on a connue, ou bien de cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Les leçons qu'on peut en tirer, vous savez, je pense qu'à la décharge des autorités ivoiriennes, il y a le fait qu'effectivement, il y a un contingent de 400 soldats ivoiriens, 425 exactement, qui sont effectivement au niveau de l'amunissement. Et pour le problème, en tout cas qui s'est posé, il y avait, on a parlé de malentendus, mais il y avait un quiproquo. Il n'est pas normal que de manière officielle, les gens laissent de côté véritablement, disons, les procédures normales pour emprunter en tout cas des voies, disons, de contournement. Maintenant, ce qui s'est passé est regrettable. J'espère que la raison a finalement prévalu. Il faudrait pour chaque partie sortir un peu la tête haute, ne pas en tout cas, disons, perdre un peu la face. Et ce qui est bien dans cette affaire, c'est que, heureusement, voilà que des États africains, en tout cas pour une fois, réussissent, en tout cas par le dialogue, à revenir en tout cas à de meilleurs sentiments. Et par rapport à ces leçons, toujours, cher Sadibou, les leçons à tirer de cette crise ou bien de cette situation entre la Côte d'Ivoire et le Mali aujourd'hui, vous aviez parlé tout à l'heure de raffermir les liens. Comment aujourd'hui tirer des leçons de cette situation-là pour davantage raffermir les liens entre ces populations qui ont en partage soit la région ouest africaine ou bien même la zone Sahel ou ce continent africain qui nous unit? Pour moi, la première leçon qu'il faut en tirer, c'est que le Mali est un État souverain et indépendant et le Mali l'a démontré. Parce que le Mali était en crise depuis les printemps arabes lorsqu'on a envahi le pays avec les groupuscules terroristes. Mais avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement-là, avec les Goïta et Abdoulaye Diop et Choguel Maïga, le Mali a su se faire respecter au niveau international. Le Mali a su diversifier son partenariat économique, mais aussi son partenariat militaire. On a vu des États qui ont eu à soutenir le Mali quitter son sol, tout simplement parce que le Mali prétextait vouloir vraiment engager d'autres partenaires par rapport à sa position sécuritaire, par rapport à sa politique sécuritaire. Donc, je pense que la première chose qu'il faut tirer par rapport à cette situation-là, c'est que le Mali a su se faire respecter au niveau
régional, au niveau continental aussi, mais aussi au niveau international. Parce que malgré les sanctions, malgré les menaces, le gouvernement malien a toujours fait montre de responsabilité par rapport à ces situations-là. Ces soldats-là, certes, ils ont été emprisonnés, mais il y a un dénouement heureux actuellement qui est en train de se passer entre ces deux pays. Donc, la principale leçon qu'il faut en tirer par rapport à la CEDEAO et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est que lorsqu'il y a des situations de crise comme ça, il faut privilégier des solutions endogènes, des solutions internes. Le Sénégal même pouvait participer normalement par rapport à la résolution de cette crise-là. Donc, je pense que peut-être officieusement, le Sénégal a eu à envoyer des émissaires, mais on a vu le balai qu'il y avait entre Abidjan, entre Bamako, on a vu le rôle joué par Fourier Simbé. Donc, ça montre qu'il y a un génie africain au niveau du continent africain. Donc, et comme l'a rappelé Karim tout à l'heure, toutes les négociations n'étaient pas également publiques comme la médiation togolaise. D'autres peuples également se sont en tout cas greffés à ces négociations-là et ont contribué sans pour autant que ce soit rendu public. Donc cela vous montre tout simplement que si les Africains veulent, ils le peuvent. Donc par rapport à nos problèmes politiques, par rapport à nos problèmes peut-être diplomatiques et même militaires, il faut avoir des propositions et des solutions qui viennent à l'intérieur, qui nous sont endogènes. Donc cela va nous permettre d'avoir une peut-être indépendance par rapport à cette main basse occidentales peut-être qui s'immiscent dans nos crises et qui, excusez-moi du terme, qui sont des donneurs de leçons par rapport à des situations, alors qu'eux, actuellement, ils n'arrivent même pas à gérer peut-être des situations de crise qui touchent leur continent. Donc cela montre que le continent africain, sur le plan diplomatique, est en train de faire des avancées. Donc il faut tirer des leçons positives par rapport à ces situations-là. Et Karim, pour rappel, le 10 juillet 2022, la Côte d'Ivoire avait envoyé ses militaires aujourd'hui soutenir la mission onusienne au Mali, la MINUSMA. Mais un imbroglio, on l'a rappelé tout à l'heure, administratif, n'a pas permis aux Nations Unies de prouver le cadre dans lequel ces soldats étaient censés être déployés sur le sol malien. Comment éviter pareille situation à l'avenir? Mais je pense qu'il y a quand même des procédures entre les États. Ce qui est regrettable, c'est que la crise est intervenue aussi au moment où on était dans un contexte où le Mali avait aussi une histoire à gérer avec la France, vous vous rappelez, avec l'histoire donc de cet avion français qui avait survolé donc le nord et justement le départ de Barkhane. Gossi plus particulièrement, un drone français qui avait survolé sans autorisation. Et le départ, disons, de Barkhane dans les conditions que l'on sait. Maintenant, à l'avenir, comment éviter ce genre de situation? C'est qu'en fait, je pense que les États doivent privilégier, on l'a dit, les canons normaux entre les relations d'État à État. Respecter un peu les procédures, parce qu'il est inadmissible que des contingents ou des groupes de soldats puissent se déplacer, et certains même ont pu dire que parmi les soldats qui avaient été interpellés, certains n'étaient pas, disons, ivoiriens. Par conséquent, je pense une information non officielle, puisque aucune des autorités ne confirme cela. Tout cela pour dire qu'il y avait effectivement, en tout cas, une certaine nébuleuse dans la gestion de cette affaire au début. Il faut aussi regretter au début, donc les prises de position à la volée, de part et d'autre, et cela n'avait pas quand même contribué un peu à régler la situation de manière en tout cas assez intelligente. Heureusement que par la suite, donc les choses sont revenues à la normale, il faut s'en féliciter. Et au-delà de la médiation togolaise aujourd'hui, Cheikh Sadibou, quelle lecture en tout cas faites-vous de la contribution ou bien de l'engagement aussi des deux États concernés et de leurs autorités, le Mali, que ce soit le Mali ou la Côte d'Ivoire, pour aujourd'hui une issue heureuse à cette affaire, à savoir une sortie de crise? Oui, comme je l'ai dit tantôt, Daoud, il y a des liens intrinsèques qui existent peut-être entre États africains. Parce que des fois, j'entends même nos diplomates parler de pays frères, de relations vraiment raffermies entre États. Donc c'est des réalités peut-être qui ne sont pas peut-être occidentales, parce que De Gaulle avait l'habitude de dire les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Certes, il a raison, les États n'ont que des intérêts, mais au niveau africain, il y a une particularité qui fait qu'il y a des choses qui nous lient entre États, il y a une histoire. Il y a l'histoire de la Fédération du Mali, la charte du Mandé. Donc, il faut prendre en considération tous ces aspects-là qui ont permis au continent africain vraiment de se retrouver par rapport à certaines situations. Déjà, deux pays comme le Sénégal et le Mali aujourd'hui avaient en partage cette Fédération du Mali aujourd'hui. Voilà. Et également, tous les deux pays ont cette même devise, à savoir un peuple, un but, une foi. Exactement. Donc, c'est le même cas entre le Sénégal et la Gambie qui ont eu à fédérer
intérêts. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il y a des réalités africaines qu'il faut prendre en compte lorsque les États sont en crise. Donc, je pense que c'est ça, que ce sont ces réalités peut-être qui ont au final poussé peut-être les deux parties. Donc, c'est pour ça, même le ministre des Affaires étrangères ivoirien parle de malentendus. Abdoulaye Diop qui dit qu'il est optimiste. Donc, ce sont ces liens-là qu'il faut prendre en compte parce que c'est les mêmes peuples. Le peuple sénégalais, le peuple malien, le peuple ivoirien, le peuple burkinabé. Donc, on est une seule nation pour moi personnellement. Donc, il faut prendre en charge ces considérations-là pour permettre au continent africain, pour permettre à nos États de raffermir nos liens et de dépasser ces crises-là. Et ces crises-là, si on les dépasse, ça va nous permettre de pouvoir résoudre ces solutions, ces problèmes qui se posent actuellement au Sahel. Ces coupeurs de route, ces rebelles qui menacent pratiquement la sécurité de nos États. Et il est temps actuellement que ces chefs d'État prennent en considération ces problèmes-là. Sinon, on risque d'ici les années 2050 d'aller vers une déstabilisation progressive du continent africain. Il est temps qu'ils comprennent que le monde d'aujourd'hui a changé. Les jeunes ont compris les enjeux du moment. Donc, c'est ça le problème qui se pose actuellement sur le continent africain. Et si nos chefs d'État parviennent à comprendre ces enjeux-là, je pense que le continent africain va décoller. Et Inch'Allah, il faut être dans ces perspectives. Parvenir à comprendre ces enjeux, mais renforcer davantage aujourd'hui les solutions endogènes, c'est-à-dire promouvoir davantage ces solutions endogènes et miser surtout sur ce qui unit plus ces États africains ou bien ces nations africaines plutôt que d'aller chaque fois vers des sanctions. C'est autant de solutions aujourd'hui qui peuvent être appliquées par ces États pour éviter aujourd'hui des conflits diplomatiques ou toute autre forme de tension. En seconde partie du débrief, il sera également question de parler d'un autre conflit ou en tout cas tension entre le Burkina et son partenaire qu'est la France. Ce sera la thématique en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie du débrief. Cher Sadibou, que pensez-vous de cette décision des autorités burkinabées de transition de remplacer l'ambassadeur français à Ouagadougou, Luc Alad? Il parle d'un problème de confiance puisque n'ont plus confiance en tout cas à cet ambassadeur français-là. Par rapport à cette situation au Burkina, je pense que les autorités burkinabées ont vu le jeu peut-être de l'ambassadeur de France au Burkina Faso, ont vu que son jeu était plutôt peut-être défavorable aux actions du moment. D'ailleurs, même le ministre des Affaires étrangères du Burkina parle d'un homme qui n'a pas compris la situation du moment. Donc, on a vu les autorités burkinabées exclure pratiquement le représentant des Nations Unies du sol burkinabé. On a vu aussi deux ressortissants français qui ont été traités d'espions. On a vu RFI aussi être suspendu pratiquement. Donc il y a un problème peut-être diplomatique qui est en train de se soulever entre le Burkina et la France. Mais jusqu'à présent aussi, d'après les autorités burkinabées, c'est une mésentente, c'est une crise de confiance peut-être entre le représentant de la France sur le sol burkinabé et le gouvernement burkinabé aussi. Donc il est extrêmement important de souligner que la position des deux camps est une position peut-être stratégique parce qu'on sait qu'actuellement, l'homme qui est à la tête du Burkina Faso, le capitaine Traoré, est quelqu'un qu'on soupçonne peut-être d'être proche des Russes. Donc peut-être les Français veulent intenter peut-être des actions pour voir la position officielle peut-être de cet homme-là, mais on sait aussi que c'est un homme qui est vraiment pragmatique par rapport aux solutions qu'il est en train de faire actuellement sur le sol burkinabé par rapport à ces problèmes sécuritaires-là. On a vu le redéploiement de l'armée, on a vu la motivation des troupes par rapport à ces problèmes-là. Donc, et le recrutement massif aussi de VDP. Donc il y a ce recrutement massif-là. Donc il est important de souligner qu'il y a une politique peut-être sécuritaire qui est en train d'être menée par cet homme-là et peut-être il faut s'en féliciter, mais il faut aussi soulever que c'est en train de soulever peut-être des problèmes diplomatiques entre Paris et Ouaga, mais espérons un dénouement heureux parce qu'on ne peut pas voir cette partie de l'Afrique continuer à vraiment être dans cette cartelle de coup d'État. Et Karim, c'est l'été dernier, lors d'une audition aujourd'hui au niveau du Sénat français, l'ambassadeur Alad avait estimé que le conflit qui sévit au Burkina Faso était de nature endogène et proche même d'une guerre civile, ce qui avait profondément agacé les autorités de Ouagadougou. Est-ce que cela ne pourrait pas expliquer aussi l'attitude du gouvernement aujourd'hui burkinabé, même si officiellement il parle juste d'un manque de confiance vis-à-vis de l'ambassadeur français? Oui, certainement. En fait, le reproche fait à Luc Alad, l'ambassadeur donc français au Burkina Faso, ne date pas d'hier. Vous l'avez rappelé effectivement lors donc d'une session avec des représentants du Sénat. Il s'était permis en tout cas
une certaine présentation de la situation telle que lui-même l'a observée. Mais je pense que ce que les autorités de Burkina Faso lui reprochent, c'est un peu cette liberté de ton. Et il faut le dire également, cette ingérence, si l'on veut, dans les affaires donc, du Burkina. Parce que cela intervient également dans un contexte où, effectivement, l'ambassadeur français avait, on se le rappelle, dit à ses donc, concitoyens français de Koudougou de se, en tout cas, rapprocher donc, de Ouaga ou de Bobo Dioulasso, donc pour quitter donc une partie. Et on sait que dans un contexte où, effectivement, 40% du territoire burkinabé n'est pas entre les mains donc des autorités. Donc une sorte d'alerte aujourd'hui qui pouvait aussi, ou bien qui peut également occasionner la psychose au niveau des populations de ces localités. Absolument, surtout qu'il y a aussi des mœurs diplomatiques. Je pense que le plénipotentiaire ne s'est pas contenté un peu de son rôle d'ambassadeur. Il aurait pu effectivement, je pense qu'on a dit qu'il y avait une rencontre qui était prévue entre lui donc et le ministère burkinabé des Affaires étrangères, une rencontre qui n'a jamais eu lieu. Mais il faut dire qu'effectivement cette liberté de ton l'avait certainement amené à outrepasser ses prérogatives de diplomate et certainement il a eu à tenir des discours qui n'ont pas tellement plu effectivement aux autorités burkinabées. Mais tant qu'on y est, je pense qu'il y a de part et d'autre aussi une certaine situation de confusion parce que je ne pense pas que cet ambassadeur qui a suffisamment d'éléments pour apprécier la situation par rapport en tout cas à ses concitoyens même ne peut pas émettre un jugement qui pourrait être quand même porté à l'attention des Burkinabés avant d'être en tout cas porté à l'opinion. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Je pense que c'est une mini-crise qui peut être évitée, mais certainement qu'il y a des relents derrière, en tout cas, cette affaire. Et si on reste avec cette mini-crise, cher Sadibou, alors que le Burkina Faso a demandé aujourd'hui à Paris, depuis décembre, en tout cas mi-décembre dernier, de remplacer son ambassadeur à Ouagadougou, la ministre française des Affaires étrangères, elle a fait une sortie, Catherine Colonna a fait savoir que son pays soutenait son ambassadeur au Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui, cette attitude également des autorités françaises ne risque pas aujourd'hui d'envenimer la situation? Oui, c'est pourquoi je vous parle. Cette attitude est une attitude peut-être compréhensive par rapport à la politique française, par rapport aux États africains. Mais je pense qu'on va vers d'autres cieux qui vont permettre au Burkina de continuer à contester la présence de ce diplomate. Sinon, tôt ou tard, le Burkina sera obligé de soit l'exclure du territoire burkinabé ou de procéder à d'autres méthodes. Mais ce qui est important aussi de soulever, c'est que actuellement, la politique africaine de la France a été pratiquement secouée. Donc, la France sait pertinemment que sa politique africaine est menacée peut-être par d'autres intérêts internationaux, à savoir la Chine, la Russie ou d'autres pays, et même les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est à travers cela que les Français doivent peut-être tirer des leçons par rapport à cette situation-là, au lieu d'essayer de s'imposer par des moyens, peut-être je ne dirais pas par la force, mais au lieu d'essayer de s'imposer par des menaces ou des langages peut-être un peu lourds. Même Abdoulaye Diop avait dénoncé ça lors de la crise au Mali. Donc l'Occident a tendance par rapport à ces genres de crises à venir être un donneur de leçons, à donner des directives. Donc alors que ces pays-là... Une position paternaliste comme on le qualifie. Une position paternaliste, une position colonialiste. Donc ce sont ces positions-là qu'il faut éviter. Donc les autorités de ce pays ont tout simplement compris qu'au Burkina Faso, il y a vraiment une situation donnée, il y a un changement, il y a un nouvel homme fort, et cet homme fort est en train de prendre d'autres orientations. Il faut qu'on le dise aussi. Le capitaine Traoré, on sait que c'est un nationaliste, donc il est en train de prendre d'autres orientations, peut-être qu'il n'arrange pas la France. C'est pourquoi, à travers son représentant, le diplomate français, il a eu à peut-être tenir des propos aussi qui ont atteint pratiquement le gouvernement burkinabé. C'est tout simplement cela. Donc c'est à travers ces propos-là que tout simplement le gouvernement burkinabé a jugé que cet homme n'a pas compris la situation du moment, d'après même les termes du ministre des Affaires étrangères burkinabé. Donc pour vous dire tout simplement qu'actuellement, il y a un quiproquo qui se passe entre les deux États, mais espérons un dénouement heureux, mais espérons aussi que la France puisse comprendre que l'Afrique d'aujourd'hui a changé. Donc ces générations-là qui sont en train de grandir ont compris cette politique internationale qui se passe avec les grandes puissances qui dominent pratiquement le monde. On a vu les États-Unis d'Amérique dominer pratiquement l'Asie avec les hydrocarbures en Arabie Saoudite, en Iran pendant des années, mais on a vu ces pays-là faire face à cet état-là. Donc l'Iran
est un pays qui est en train de faire face aux États-Unis d'Amérique. La Chine fait face aux États-Unis d'Amérique. La Russie, tous ces pays-là, on ne va pas dire que c'est des pays hyper développés, mais ils s'en sortent quand même au niveau international. Donc peut-être ces pays africains sont en train de s'inspirer par rapport à ces modèles Chine, Russe, ou iranienne, ou même vietnamienne. Et pour ces pays africains même, on reviendra tout à l'heure sur l'exemple du Burkina qui cherche aujourd'hui à diversifier également ses partenaires et à chercher aussi de meilleures opportunités de partenariat. Karim, dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022, le Burkina Faso avait annoncé avoir expulsé 2 citoyens français interpellés pour activité d'espionnage. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Traoré, a aussi annoncé la suspension de la convention de gestion d'un aéroport international avec un groupe français. Il s'agit plus particulièrement du groupe français Meridiam qui a signé en octobre 2021 avec le Burkina Faso une concession de 30 ans pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance d'un nouvel aéroport. Est-ce que aussi tous ces événements ou menacent aujourd'hui des intérêts français n'ont pas contribué aussi à arriver à cette situation que nous connaissons? Mais bien sûr, absolument. Je pense que c'est un cocktail en fait. C'est un ensemble de faits effectivement qui concourent à cette situation. Je pense que pour revenir un peu à la question donc posée avec l'ambassadeur Luc Alade, il faut se dire également que je ne sais pas si on peut parler de maladresse ou d'imprudence quand il a rappelé la présence de 400 éléments des forces spéciales françaises au Burkina Faso, alors qu'on se rappelle que dans un passé pas très lointain, dans un passé très récent, il y avait plus de 3000 soldats jusqu'à 5000 qui étaient déployés au nord du Mali avec les résultats que l'on sait. Maintenant, par rapport à ce que mais est-ce que ce redéploiement-là aussi, Karim, ne se comprend pas également pour des raisons stratégiques? Déjà, la France, comme d'autres pays européens aujourd'hui, ont une autre guerre de l'autre côté de l'Europe de l'Est avec le conflit russo-ukrainien. Il y a également, même au niveau africain, des pays africains qui réduisent leurs troupes. On peut citer l'exemple du Tchad aujourd'hui, qui a réduit ses troupes de moitié dans le Sahel. De 1200 aujourd'hui, ses troupes sont passées à 600 pour être redéployées dans d'autres zones ou d'autres conflits. Aujourd'hui, le Tchad fait face à d'autres conflits comme dans les régions du lac et j'en passe. Parfaitement, mais en fait pour le cas du Burkina, en fait, après donc le cas malien, c'est parce qu'effectivement c'est toute l'architecture donc de la stratégie française, en tout cas d'implantation militaire en Afrique, qui est bouleversée, qui est actuellement véritablement dans une situation chaotique. Comment comprendre que Barkhane donc c'est, disons, a complètement éclaté pour donner maintenant des petits noyaux au niveau du Niger, au niveau donc du Burkina, donc de la zone des 3 frontières justement, avec ses forces spéciales. Mais cela, effectivement, Sadibou l'a rappelé tout à l'heure, montre effectivement qu'il y a une évolution donc de la politique française, en tout cas dans ce domaine précis. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, je pense que les autorités du Burkina ont suffisamment vu qu'il y avait la possibilité d'avoir d'autres partenariats. Et cela commence à se faire. Il n'y a qu'à voir les lois de programmation militaire pour voir que ces États, après le Mali donc, le Burkina est en train de chercher d'autres partenaires qui viendront l'appuyer dans son combat contre le terrorisme et également dans son combat pour recouvrer la plénitude donc, de sa souveraineté sur tout son territoire. Et on reste avec cette recherche d'autres partenaires par le Burkina. Cher Sadibou, dans une interview accordée aux confrères de Russie Today, le premier ministre burkinabé de transition a soutenu, je le cite, « Nous aimerions que la Russie reprenne ou bien prenne sa place qui lui revient en tant que grande nation ». C'est ce qu'avait soutenu maître Kylian Apollinaire de Tambela, chef du gouvernement burkinabé. Est-ce que ce rapprochement également avec la Russie n'est pas en partie source de ce différend-là entre le Burkina et la France? On a comme l'impression de vivre un remake aujourd'hui de l'épisode France-Mali. Oui, exactement. Actuellement, on est en train de vivre cette situation au Burkina. Mais je dis aussi aux autorités du Burkina de faire attention parce que les Russes aussi, ils viennent chercher leur intérêt en Afrique. Donc que ce soit les Français, les Américains, les Chinois ou autres, ils défendent toujours leurs intérêts. Donc les Russes, ils sont dans cette même situation-là. Mais ce qui est important de noter, c'est que le Burkina a le droit de diversifier son partenariat militaire. Je ne peux pas comprendre un État comme le Burkina, vous êtes menacé au niveau interne par des groupuscules qui sont en train de déstabiliser votre pays. Il y a un autre État, il y a un État qui est en train de vous soutenir et de vous aider. Maintenant, vous êtes un État indépendant, libre et démocratique.
avec votre peut-être dirigeant qui est à la tête de ce pays, il demande la diversification de ces partenariats militaires-là en demandant de l'aide peut-être à la Russie, aux États-Unis, à la Chine. Mais quel mécanisme interdit à un État de diversifier Mais cher, la diversification des partenaires ou des partenariats n'est pas le problème. En tout cas, pas pour l'homologue, pas pour son homologue français. Pour son homologue français ou les Américains ou d'autres nations, en tout cas occidentales ou américaines, exact. Le problème, c'est principalement aujourd'hui de faire recours à des groupes paramilitaires privés. Oui. Eux, ils disent que leurs États ne peuvent pas collaborer sur le terrain ou bien cohabiter sur le terrain avec des paramilitaires privés. C'est principalement ça le problème, mais pas le fait de faire recours à aujourd'hui d'autres partenaires, puisque chaque État est souverain et indépendant également de choisir ses partenaires. Exactement, ça c'est une réalité. Mais en Libye, les conseils militaires américains qui étaient en Libye, les conseils militaires français, on les appelait conseils militaires. Mais ceux qui sont au Burkina ou au Mali ou en Centrafrique, on veut les taxer de mercenaires. Moi, je ne comprends pas. Peut-être Black Panther qui était en Irak. Donc, c'est de bons mercenaires, eux. Ils sont de bons groupes paramilitaires. Donc, le groupe Blackwater qui a évolué en Irak. Donc, eux, on peut les considérer comme des mercenaires parce que Saddam Hussein considérait ces gens-là comme des mercenaires, tout simplement. Donc, il ne faut pas que les Occidentaux nous font suivre dans cette terminologie-là. Déterminer certains comme des mercenaires et d'autres comme je dirais des soldats qui sont peut-être légaux ou je ne sais pas. Donc je pense que le Burkina a le droit de recourir à des milices privées qui sont chargés peut-être d'assurer sa sécurité. En Irak, il y a Black Panther qui est là-bas. Mais milices privées quand même, cher, est-ce que ce n'est pas trop dur? Déjà, je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, que ce soit l'exemple des VDP au Burkina, ou bien même également d'autres milices qui avaient été autorisées dans le nord du Mali par même le Parlement aujourd'hui de ces pays-là. On a vu les conséquences sur le plan ponctuel. Exactement. Ça avait donné des solutions, mais dans le temps, il y a eu des exactions et même ce sont des gens armés qui, après, si le contrôle est perdu sur eux, des problèmes se posent. Si le contrôle est perdu. Mais c'est d'où le risque également aujourd'hui d'accepter des milices privées pour défendre un État. Ah, oui, ça c'est parce qu'on ne sous-traite pas sa sécurité. Mais je dis toujours qu'un État a le droit de diversifier son partenariat militaire, soit que ça soit peut-être des milices privées, mais bien encadrées. Mais est-ce que cet encadrement ne devrait pas se faire aujourd'hui d'État à État et non un État avec un groupe aujourd'hui paramilitaire privé, puisqu'on parle aujourd'hui d'État? Oui, mais par rapport à ces milices privées-là qui interviennent, mais pourtant c'est des milices privées reconnues par l'État d'où ils viennent. Peut-être l'État d'où ils viennent n'a pas communiqué par rapport aux médias internationaux, par rapport à l'envoi de ces milices-là. Mais on sait que ces milices-là, ils existent, ils sont légaux dans les États d'où ils viennent. Que ce soit lors de l'intervention, par exemple, en Ukraine, là, on nous parle de milices russes qui sont utilisées par l'armée russe et qui interviennent en Ukraine. Pourtant, c'est Wagner. Wagner intervient en Ukraine. Wagner intervient au Mali. Le Mali ne reconnaît pas Wagner, mais le Mali reconnaît des conseillers militaires qui sont venus l'aider par rapport à la situation de son pays. Mais ce qui est important de soulever pour moi personnellement, c'est que lorsque ces gens-là sont sur le territoire et qu'ils répondent aux normes, et qu'ils respectent peut-être les droits consacrés par ce pays-là à ces milices-là par rapport à leur intervention et leur champ d'application. Pour moi, il n'y a pas de problème. Et ce groupe paramilitaire russe est également intervenu aujourd'hui dans un pays comme la Syrie pour prêter main forte à Bachar al-Assad. Et Karim, selon vous, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette perte progressive de l'influence de la France aujourd'hui dans cette zone ouest africaine ou bien même dans le Sahel, sachant qu'aujourd'hui, ce sont d'anciens, pas d'anciens, mais ce sont des partenaires même de tout temps ou bien des partenaires de longue date de la France. Qu'est-ce qui justifie cette perte d'influence selon vous? Oui, mais vous savez, cette perte d'influence, en fait, c'est un processus qui suit en tout cas son évolution, disons, de maturité vers une phase de déclin. Forcément, depuis donc la période des indépendances, de plus en plus, les États africains ont pris conscience de leur, en tout cas, de la possibilité qui leur est offerte de s'émanciper de ce point de vue-là. Donc il y avait certainement des aspects toujours économiques qui les contraignaient un peu à toujours faire recours à ces puissances, mais de plus en plus, effectivement, ces États sont en train de sortir un peu de cet engrenage-là. Déjà, de ce point de vue-là, la décision prise par les États de la CEDEAO de mettre en place l'ECOFORCE, donc une force d'attente régionale qui va prendre en compte donc, ces problèmes de terrorisme, de coups d'État et autres, et en tout cas un élément qui vient un peu, disons, contribuer un peu à ce dépérissement donc, de l'ancienne, disons, j'allais dire,
puissance coloniale, en réalité. Mais c'est parce que la France, qui a été pendant des années un partenaire privilégié au plan militaire, commence à être dépassée quand même par d'autres acteurs qui interviennent. Mais est-ce que le résultat aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, est-ce que ce n'est pas le principal problème, surtout les résultats obtenus aujourd'hui par l'armée française dans le Sahel dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme? Oui, justement, il ne suffit que de voir ce qui se passe au niveau du G5 Sahel, au niveau donc du Sahel de manière globale et surtout au nord du Mali, pour se rendre compte qu'il y a effectivement des limites à donc, disons, cette... disons, pour ne pas le dire, cette suprématie, entre guillemets, de l'intervention française. On a pu voir à N'Djamena, au niveau de Farcha, la base aérienne avec tout le déploiement de matériel français, mais de plus en plus, malheureusement, la France n'a plus une prégnance dans les actions de sécurisation du Sahel. De plus en plus, il y a d'autres acteurs, on a parlé de Wagner, mais il y a également le fait que les États africains, les États de la CEDEAO en général, sont en train de se prendre en charge. C'est vrai qu'il sera très difficile pour ces États de constituer une force suffisamment, disons, dotée en moyens pour intervenir, mais il est évident que de plus en plus, effectivement, cette hégémonie de la France va, en tout cas, céder le pas à des interventions, en tout cas des États, pour prendre en charge leur propre sécurité. Et malgré les requêtes à faire changer aujourd'hui l'ambassadeur de la France à Ouagadougou, Luc Alad, les autorités burkinabées de transition disent qu'ils soutiennent en tout cas qu'il n'existe pas de conflit ou de problème diplomatique entre les deux États, à savoir la France et le Burkina. Mais c'est une question de confiance aujourd'hui entre le gouvernement de transition et cet ambassadeur français-là. Aujourd'hui, comment arriver, cher, à une sortie de crise dans cette situation ou bien dans cet imbroglio? Actuellement, il y a même des balais diplomatiques entre Paris et Ouaga par rapport à cette situation-là. On sait pertinemment qu'actuellement, les autorités du Burkina sont en contact avec les autorités françaises pour essayer de trouver une alternative par rapport à cela. Mais cela vous montre toujours qu'il y a une crise de confiance donc, entre les deux États. Il y a une crise de confiance diplomatique entre peut-être la France et le Burkina Faso. Mais ce qu'on espère en tout cas, c'est un dénouement heureux. Mais aussi, comme l'a dit le doyen, il y a un changement profond qui est en train de s'opérer par rapport à la politique française en Afrique. Il faut que la France refonde, je dirais, refonder même sa politique en Afrique, parce que les Africains ont compris que la sécurité ne se sous-traite pas, certes, mais il est important aussi d'avoir une politique sécuritaire collective endogène qui vient de soit la CEDEAO ou l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest pour tout simplement faire face à cette force-là qui est en train de venir du nord et du Sahel. Mais aujourd'hui, cher, quitter un partenaire français pour aller vers un autre partenaire étranger, est-ce que ce n'est pas une autre forme de sous-traitance également de sa sécurité? Quelqu'un comme le président ghanéen Nana Akufo-Addo, lui, est beaucoup plus pour des solutions endogènes, c'est-à-dire compter sur des forces africaines pour aujourd'hui résoudre des conflits africains, plutôt que de chaque fois devoir laisser un partenaire étranger pour en recourir à un autre partenaire étranger. Je pense qu'il n'est pas question de quitter un partenaire. Il faut donc, comme je l'ai dit tantôt... Mais c'est ce qu'on a constaté avec la rupture diplomatique entre la France et le Mali. Oui, là, c'est carrément quitter un partenaire. C'est pourquoi je parle de sécurité collective. Donc, collectivement, lorsque le Mali va rejoindre peut-être, lorsqu'ils vont se réunir avec les chefs d'État pour essayer de trouver une solution collective par rapport à ces problèmes sécuritaires-là, je ne pense pas que c'est le Mali qui va les imposer d'exclure la France. Donc, on peut continuer notre diversification militaire en gardant des liens intrinsèques avec la France par rapport à la formation, par rapport à la vente et l'achat d'armes et tout ça, mais cela ne va pas nous empêcher d'avoir une solution endogène, interne, pensée par des Africains. Par exemple, lorsque le Mali était en crise, n'oubliez pas que des chefs d'état-major des armées africaines se sont réunis et ont proposé un plan, l'ont déposé sur la table du Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité l'a rejeté. Le Conseil de sécurité l'a rejeté pratiquement 3 fois. Mais il a fallu une solution. Et avait fait savoir, mais l'argument avancé, c'était qu'également, ils n'ont pas les moyens pour financer aujourd'hui cette solution militaire-là. C'est pourquoi je parle de solution collective. Donc, si vous avez une solution collective, donc vous allez résoudre le problème de l'argent, parce que la guerre, c'est après tout de l'argent, c'est une industrie militaire. Donc, il faut préparer une formation à long terme par rapport à ces différents aspects-là, que ce soit l'armée, que ce soit la police, la gendarmerie et tous ces secteurs-là, la douane qui interviennent par rapport à la sécurisation de nos frontières
militaire, mais aussi par rapport à notre sécurité intérieure. C'est cela qui va permettre aux populations de voter. Il faudrait aussi que sur ce point, les États respectent d'abord leur quote-part ou bien leur cotisation par rapport aujourd'hui ou vis-à-vis de ces communautés régionales ou ces communautés en tout cas continentales auxquelles ces États appartiennent. Également, veiller à financer davantage la sécurité sur le continent africain pour mieux prendre en charge ces conflits qui s'y passent. Les autorités burkinabées, Karim, ont aussi déclaré persona non grata la coordonnatrice de l'Organisation des Nations Unies au Burkina Faso, Barbara Manzi. Selon la ministre burkinabé des Affaires étrangères, cette expulsion se justifie par le fait que Barbara Manzi a décidé unilatéralement de retirer le personnel non essentiel de l'ONU de Ouagadougou, ce qui jette le discrédit, selon toujours la ministre des Affaires étrangères, et ternit l'image du pays et décourage également de potentiels investisseurs. Et cela ressemble à peu près à ce que vous avez relaté tout à l'heure concernant l'ambassadeur Luc Alad. Mais avec aujourd'hui toutes ces exclusions ou bien expulsions ou déclarations de personnes persona non grata sur le territoire, est-ce que également les autorités de transition burkinabé ne s'isolent pas aujourd'hui face à la situation actuelle? Effectivement, je pense que c'est un danger qu'il faut éviter. Je pense qu'effectivement, la transition au Burkina a suffisamment de raisons d'être assez circonspecte par rapport un peu à des attitudes qu'elle a du mal à comprendre. C'est vrai, avec le diplomate français, ce sont des prises de position un peu à l'emporte-pièce, on peut le dire. Mais avec cette diplomate des Nations Unies également, c'est un comportement aussi qui va aux antipodes un peu des normes internationales. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est mieux, c'est qu'il faut créer toujours des passerelles de discussion avec, en tout cas, les autorités. Parce qu'il ne faut pas considérer que ce sont des militaires qui n'ont pas véritablement, disons, voix au chapitre pour un peu leur imposer des vues. Il faut quand même respecter aussi bien la souveraineté du pays que la légitimité, disons, entre guillemets. D'autant plus que ce sont ces militaires qui incarnent actuellement le pouvoir au niveau de ces pays-là, puisque ce sont des transitions qui s'y déroulent. Absolument. Donc, par conséquent, je pense qu'il faudrait revenir un peu à, on l'a dit tout à l'heure, à l'orthodoxie, respecter en tout cas l'État en tant que tel et discuter tant qu'il est possible de le faire avec les autorités pour définir en tout cas des solutions, disons, pérennes. Maintenant, les autorités également du Burkina Faso doivent également quand même aborder les solutions avec lucidité, savoir que dans ce monde, il faudrait non pas se créer des ennemis, mais faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus, en tout cas, de consensus autour des actions qu'on pose pour que demain, on puisse avoir l'unanimité, en tout cas autour de certaines actions de développement. Aborder les questions avec lucidité, mais également mieux renforcer en tout cas le dialogue ou bien les discussions pour éviter de pareilles situations comme la situation entre la France et le Burkina sur la question de l'ambassadeur Luc Alad ou encore la représentante de l'Organisation des Nations Unies au Burkina. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions M. Abdou Karim Diakhaté, journaliste directeur de publication du magazine Le Panafricain. Vous êtes également analyste politique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda. Merci également à Cheikh Sadibou Ndiaye, spécialiste en sciences politiques et relations internationales. Toujours un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. Merci Daouda. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.